Il fut une époque, pas si lointaine d'ailleurs, où l'évaluation d'un match de football ou même d'un futur talent, ça reposait presque exclusivement sur le romantisme de l'instinct. Ah oui, le fameux coup d'œil du spécialiste. C'est ça, on imagine très bien la scène, un peu cliché, hein. Le vieux recruteur debout au bord d'un terrain d'entraînement un peu boueux, sous la pluie. Avec son manteau long et son carnet. Voilà. Et il s'appuyait sur ce qu'il appelait fièrement son œil, cette capacité prétendument innée à repérer la fluidité d'un mouvement ou la lourdeur d'une frappe. Mais bon, pour tous ceux qui suivent l'évolution technique et économique de ce sport aujourd'hui, il est évident que cette ère artisanale, elle est complètement révolue. Ah mais totalement révolu. Et c'est la mission de notre exploration du jour. On va décortiquer un dossier passionnant, un gros dossier publié par Block News. La révolution invisible du rectable vert. Exactement. L'objectif de notre analyse tactique, c'est vraiment de comprendre, à travers toutes les données qu'ils ont compilées, comment l'algorithme est devenu le 12e homme Le 12e homme incontestable du football moderne, oui. et surtout comment l'industrie entière a basculé vers ce que le dossier nomme le football as a service. Donc, d'accord, décortiquons tout ça. Allons-y. Parce que, selon Block News, la donnée n'est plus du tout un simple outil de soutien. C'est le moteur central de la performance et de la rentabilité. Et c'est un changement de paradigme fondamental. Le point central soulevé par les auteurs de ce dossier, c'est que l'introduction massive des algorithmes de prédiction, Et de la biométrie. et de la biométrie, ça ne modifie pas seulement la condition physique des joueurs ou le placement d'un bloc défensif sur le terrain. C'est beaucoup plus profond que ça. Absolument. Selon leur analyse, ces technologies redéfinissent intégralement l'économie globale du sport le plus populaire au monde. En fait, on entre dans une ère d'ingénierie financière. Où la gestion des risques est reine, c'est ça? Exactement. Particulièrement sur le marché des transferts, où tout est calculé avec une précision d'actuaire. Le postulat de Block News est super clair. Le football de haut niveau s'analyse désormais comme une science exacte. Une science exécutée à l'échelle industrielle. Voilà, où la rentabilité dicte la tactique, et inversement. Alors pour illustrer cette bascule vraiment clinique, le dossier de Block News plonge d'abord directement au cœur du jeu, sur le rectangle vert. Le terrain. Ouais. En analysant la mort pure et simple des métriques traditionnelles. On le sait tous, hein, les statistiques de base, du genre le pourcentage de possession de balle. Oh, ça fait bien longtemps que ça ne veut plus rien dire. Exactement. Ça a montré ses limites. Une équipe peut avoir 70% de possession et perdre le match 1-0 sur un contre. Tout à fait. Donc le dossier se concentre plutôt sur l'hégémonie absolue des expected goals. Les fameux XG. Les XG, voilà. Les auteurs expliquent très bien comment cette métrique a balayé l'analyse classique au tableau d'affichage. Plutôt que de juger un match sur un score final qui, honnêtement, peut résulter d'un coup de chance monumental ou d'une erreur d'arbitrage, C'est clair. le modèle des XG évalue la qualité intrinsèque de chaque occasion créée. Et selon les données rapportées, l'algorithme va analyser la distance exacte du tir, l'angle par rapport au poteau. La surface de contact utilisée par le joueur. Aussi, oui, et surtout la pression défensive. Et ce qui est fascinant ici, c'est justement cette modélisation de la pression défensive. C'est ce qui rend le XG particulièrement pertinent aujourd'hui. Comment ça marche concrètement sur le terrain? Le dossier détaille comment l'algorithme utilise la triangulation pour évaluer l'espace disponible autour du tireur. Et ça, au dixième de seconde près. Waouh! Imagine un tir dans la surface. Vous avez 3 défenseurs qui forment un polygone très restrictif devant le ballon. Le fameux mur de jambes? C'est ça. Eh bien, ce tir verra son XG chuter drastiquement. L'ordinateur va dire, disons, qu'on est autour de 0,02. Donc seulement 2% de chance que ce tir fasse mouche. Exactement. Alors qu'à l'inverse, une reprise à bout portant, sans aucune opposition, le XG grimpera à 0,95. Et l'argument de Block News, c'est que cette lecture purement mathématique modifie concrètement les consignes données dans les vestiaires. Les fameuses frappes de loin de 30 mètres qui finissent en lucarne. Eh bien, les entraîneurs qui s'appuient sur la data les interdisent désormais formellement. C'est fou quand on y pense. Ça tue un peu le spectacle, non? Mathématiquement, rendre le ballon à l'adversaire sur une tentative à 3% de réussite, c'est considéré par le staff comme une faute professionnelle, une faute tactique majeure. Du coup, l'instruction stricte, c'est de maintenir des circuits de passe complexes. Voilà. Manipuler le bloc adverse, le faire bouger, jusqu'à pénétrer dans ce qu'ils appellent la zone de haute probabilité, le cœur de la surface de réparation. Et pour mesurer tout ça en direct, le matériel a dû évoluer de façon radicale. Block News décrit une transformation littérale des bancs de touche. Ce ne sont plus des bancs, ce sont des salles de serveurs. C'est exactement l'image. Les auteurs mentionnent le déploiement de technologies comme le LIDAR. La télédétection par laser, Ouais, pour cartographier les 22 joueurs en 3 dimensions en direct.
Et il parle aussi beaucoup des systèmes EPTS. Alors, pour clarifier ce point technique pour ceux qui nous écoutent, les EPTS, ce sont les systèmes électroniques de suivi des performances. Ce sont ces fameuses brassières noires que les joueurs portent sous leur maillot, c'est ça? Tout à fait. C'est équipé de balais GPS, d'accéléromètres, et c'est couplé à des dizaines de caméras à reconnaissance optique disposées tout autour du toit du stade. Et ces caméras capturent les mouvements à une fréquence hallucinante. L'article parle de 25 images par seconde. Par seconde et par joueur. Et la conséquence directe de ce flux de données massif qui arrive sur le banc, c'est l'abolition totale du remplacement chronométrique. Adieu le changement classique de la 60e minute. Exactement. Historiquement, le premier changement intervenait de manière presque rituelle à l'heure de jeu. L'entraîneur regardait sa montre et faisait sortir son attaquant. Aujourd'hui, selon l'enquête de Block News, ça ne marche plus du tout comme ça. Plus du tout. Les analystes sur le banc reçoivent les données biométriques en temps réel. Ils surveillent la charge physiologique exacte de chaque joueur sur leur tablette. Et que se passe-t-il si un joueur commence à fatiguer? Si l'algorithme détecte qu'un milieu de terrain a perdu, disons, 8% de sa capacité d'accélération sur ses 3 dernières courses à haute intensité, Le fameux sprint de repli défensif. voilà, eh bien le système génère instantanément une alerte de risque de blessure musculaire imminent. Et c'est là que le changement est ordonné. C'est ordonné sur la base d'une fatigue cellulaire quantifiée par la machine et non plus sur une simple impression visuelle du coach. L'objectif premier, et le dossier insiste bien là-dessus, c'est de protéger le capital du club. En évitant les indisponibilités de longue durée, parce qu'un joueur à l'infirmerie, c'est un actif qui perd de la valeur. Et qui coûte cher en salaire sans rien rapporter sur le terrain. Mais justement, en parlant de protéger le capital, est-ce que le dossier de Block News aborde les limites de ce modèle strictement physiologique? C'est-à-dire, Parce qu'un algorithme qui mesure la perte d'accélération, il ne prend pas en compte la montée d'adrénaline d'une fin de match à enjeu. ou même la capacité de résilience mentale d'un joueur. Le côté irrationnel du sport. Exactement, un joueur peut transcender sa fatigue physique pour marquer le but décisif à la 89e minute. Est-ce que cette lecture super clinique, elle ne risque pas de priver une équipe de ce supplément d'âme? C'est une limite fondamentale que les auteurs du dossier effleurent, en effet. Le système biométrique est excellent pour prévenir une déchirure des ischio-jambiers. Très utile. Mais il est totalement aveugle aux variables psychologiques non quantifiables. Un joueur exténué selon les données EPTS peut générer une intimidation sur la défense adverse par sa simple aura sur le terrain. Sa seule présence monopolise 2 défenseurs. Exactement. Sortir systématiquement les joueurs dès que la courbe de performance fléchit, ça élimine la notion de sacrifice héroïque. Ce qui a pourtant forgé des retournements de situation historiques. On a tous des matchs de légende en tête. Sauf que l'argumentaire de Block News stipule que sur une saison entière, donc une 60aine de matchs, La rationalité mathématique de la prévention l'emporte. statistiquement, elle l'emporte toujours sur les exceptions héroïques d'un soir. C'est froid, mais c'est rentable. Et cette rationalité mathématique, ça nous amène au deuxième grand volet de cette analyse. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Le marché des transferts? Le basculement vers ce que Block News appelle le mercato 2.0. Si la donnée prévient les blessures sur la pelouse, l'article soutient que c'est dans les bureaux de recrutement qu'elle génère les bénéfices les plus massifs. Historiquement, le marché des transferts a toujours été le talon d'Achille financier des clubs de foot. Un gouffre. Acheter un joueur sur la base de quelques bons matchs visionnés en vidéo par un scout, c'était s'exposer à un risque d'erreur énorme. 2 millions d'euros de pertes sèches. Le fameux joueur acheté une fortune qui ne s'adapte jamais. Voilà. Et selon les analystes cités dans le dossier, l'intégration des algorithmes permettrait de réduire ce risque de 30 à 40%. C'est colossal comme marge de sécurité. C'est la différence entre la faillite et la Ligue des Champions pour certains clubs. Des équipes anglaises comme Brentford ou Brighton sont citées comme les pionniers de cette ingénierie. Et ils parviennent à rivaliser avec des budgets monstrueux comme ceux de Manchester City ou Arsenal, juste en optimisant chaque livre sterling dépensé. La proie détaillée par Block News repose sur l'identification de ce qu'ils nomment l'actif dynamique. Encore un terme de finance. Totalement. Dans ce modèle économique, un joueur n'est plus perçu sous le seul prisme de son apport sportif à l'instant T. Mais plutôt comme une courbe de valeur dans un portefeuille d'investissement. C'est exactement ça. L'algorithme compile l'âge, l'historique médical, les performances XG, le temps de jeu, Et ça dicte un plafond statistique. et quand l'ordinateur calcule que la probabilité de progression du joueur est épuisée, il lève une alerte. Et là, la recommandation de l'algorithme est brutale, selon l'article. Il faut vendre l'actif immédiatement, Au prix fort. avant que la courbe de performance, et donc sa valorisation sur le marché, ne commence inéluctablement à décliner. C'est la logique du trading appliquée à des êtres humains,
Mais là encore, on touche à une limite potentiellement dévastatrice sur le plan humain. Le dossier présente ça comme la panacée financière. Mais si l'algorithme ordonne la vente du capitaine de l'équipe juste parce qu'il a atteint son plafond statistique à 28 ans, Ça pose problème. le leadership, la transmission aux jeunes du centre de formation, Rien de tout ça n'apparaît sur un tableur Excel. exactement. Vendre son meilleur joueur par pure logique comptable, ça ne risque pas de briser la dynamique collective qui permettait justement à ces données d'être excellentes. Les auteurs du rapport reconnaissent que c'est le point de friction majeur de ce modèle. L'algorithme optimise la balance commerciale, mais il traite la culture de club comme une externalité négligeable. Un détail. Un détail gênant. Oui, pour des clubs comme Brighton, l'argument est que le système tactique prime sur l'individu. Toujours. Ils acceptaient le risque de perturber le vestiaire à court terme. Parce qu'ils ont la certitude mathématique que le joueur de remplacement qui a déjà été identifié par la data et acheté à une fraction du prix, Finit par générer le même rendement statistique. c'est un pari sur la suprématie de la structure sur l'individu. Et selon les bilans financiers décortiqués dans l'article, cette froideur chirurgicale s'avère extrêmement rentable. Ça permet à des clubs modestes d'assurer leur pérennité face aux géants historiques. Et ce concept de l'avantage compétitif des petits poussettes, c'est au cœur de la troisième partie du dossier. Avec un exemple assez inattendu. L'exemple mis en avant par Block News est fascinant. C'est l'histoire du FK Bodo Glimt, Un club norvégien, situé au-delà du cercle polaire arctique. Leurs ressources financières sont microscopiques à l'échelle européenne. Pourtant, l'article s'attarde sur leur victoire retentissante, un 6-1 contre l'AS Roma. un club italien qui dispose d'un budget astronomique en comparaison. Le miracle du cercle polaire. Alors, le secret de cette anomalie statistique. Le dossier l'attribue à une méthode de recrutement par cluster. Le recrutement par cluster, oui. Contrairement au modèle traditionnel qui cherche à acquérir les joueurs ayant les meilleures statistiques individuelles globales. Le joueur star qui sait tout faire. Voilà. Le recrutement par cluster cherche exclusivement l'imbrication parfaite. Ils décomposent leur système de jeu, un 4-3-3 très rigide, en micro-tâches. Et ça marche comment concrètement ? L'analyse de Block News démontre que Bodo Glimt utilise la théorie des systèmes complexes appliqués au recrutement. Leur base de données ne trie pas les joueurs par leur renommée, Ni par leur nombre de buts marqués. non, par des indicateurs d'effort très spécifiques. Par exemple, pour un milieu relayeur, ils vont scruter le volume de course à haute intensité dans les zones de transition Le taux de passe progressive cassant les lignes sous pression. et la rapidité de prise de décision lors de la récupération du ballon. Le joueur idéal pour eux, c'est pas le plus technique. C'est celui dont le profil s'encastre sans friction dans les exigences physiques et spatiales de leur 4-3-3. Le dossier précise même qu'ils intègrent des tests de résilience cognitive. Pour s'assurer que le joueur maintiendra sa lucidité tactique en état de fatigue avancée. C'est ultra poussé. C'est le recrutement de précision. Cela dit, l'article de Block News semble faire l'impasse sur un truc important. Le facteur d'adaptation environnementale. Oui, le hors-terrain, Recruter un joueur issu d'un championnat sud-américain parce que ses stats s'imbriquent parfaitement dans le cluster, c'est une chose. Mais l'algorithme ne prédit pas s'il va supporter psychologiquement la nuit polaire norvégienne. ni le froid extrême de l'hiver, ni l'éloignement culturel. C'est une critique très juste du recrutement purement fondé sur les données, non ? Tout à fait. Et les modèles les plus avancés, selon le dossier, tentent désormais d'intégrer des algorithmes d'analyse psychométrique et linguistique. Pour évaluer l'adaptabilité culturelle avant la signature, Voilà. Mais la marge d'erreur reste importante. Le comportement humain hors du terrain échappe encore en grande partie à la modélisation prédictive. heureusement j'ai envie de dire. Cependant, l'approche par clusters vise à minimiser l'impact de ces échecs individuels. Si une pièce du puzzle dysfonctionne et repart au Brésil au bout de 6 mois, Le système tactique global est conçu pour rester robuste et le club a déjà le profil du remplaçant. exactement. Le dossier poursuit cette exploration géographique en se penchant sur le championnat écossais, un championnat souvent polarisé par la domination absolue de deux clubs. Le Celtic et les Rangers. C'est ça. Et l'article détaille la stratégie du club des Hearts of Midlothian, plus connu sous le nom de Hearts, basé à Édimbourg. Pour tenter de fissurer ce monopole historique, ils ont fait appel aux algorithmes développés par Tony Bloom. Le propriétaire de Brighton dont on évoquait le succès tout à l'heure. La stratégie décrite par Block News pour Hearts, c'est celle du scouting chirurgical, axée sur l'exploitation des inefficacités de marché. La mécanique décrite ici est une application directe des principes de la finance de marché. L'algorithme fourni à Hearts ignore volontairement les ligues majeures européennes, Parce qu'elles sont considérées comme des marchés surévalués. où l'information est parfaitement partagée par tous les concurrents. Tout le monde voit les mêmes matchs de Ligue 1 ou de Liga.
Du coup, le système se concentre sur des marchés de niche sous-analysés, La G-League au Japon. la A-League en Australie, ou même les divisions inférieures anglaises. Dans ces championnats de l'ombre, les biais cognitifs des recruteurs traditionnels maintiennent les prix artificiellement bas. Ils se disent qu'un joueur de 3e division anglaise ne peut pas être si bon. L'algorithme de Hartz n'a pas ce biais. Il va extraire les données pour identifier des joueurs affichant des métriques d'élite en matière de duels gagnés, Ou de créativité sous pression. et ça certifie que leur profil physiologique correspond aux standards très physiques de la première division écossaise. Ils achètent à bas prix un rendement sportif garanti par les statistiques. Ils arbitrent les inefficacités du marché mondial. On voit donc que la data permet à des clubs moyens d'optimiser leurs ressources de manière spectaculaire. Mais Block News franchit un cap supplémentaire dans la 4e partie de son dossier, Et quel cap? en analysant la fameuse machine Red Bull. L'Empire. Parce que si Bodo Glimt ou Hartz utilisent la data de manière ciblée, le réseau Red Bull, qui englobe des clubs à Leipzig, Salzbourg, New York et Bragantino au Brésil. Ça représente l'industrialisation pure et dure du modèle. Selon l'enquête, ils ne s'appuient pas sur la donnée. Ils sont physiquement et philosophiquement construits autour d'elle. Si l'on relie ça à une vision plus globale, le dossier explique que leur identité tactique, le fameux Gegenpressing, Le contre-pressing visant à étouffer l'adversaire dès la perte de balle, voilà, eh bien c'est codifié par une norme stricte, la règle des 5 secondes. c'est quoi concrètement ? Cette règle, analysée dans le rapport, c'est l'équivalent d'un cahier des charges industriel. L'équipe a exactement 5 secondes, pas une de plus, pour récupérer le ballon après une perte de balle. Faute de quoi, elle doit se replier tactiquement. Et c'est pas une simple consigne d'entraîneur qu'on crie sur le bord du terrain. C'est une métrique évaluée en permanence par les capteurs EPTS lors de chaque entraînement. L'œil de Moscou de la data. Le dossier rapporte que l'Académie de Salzbourg applique ce standard algorithmique avec une rigueur absolue. Si un jeune du centre de formation ne parvient pas à maintenir les statistiques de vélocité nécessaires pour exécuter ce contre-pressing dans la fenêtre des 5 secondes, Même s'il a un talent dingue balle au pied, même s'il est techniquement brillant, son profil est écarté du système. C'est le triomphe de la rationalisation physique sur la créativité individuelle. et la force de frappe de cette rationalisation repose sur leur infrastructure technologique. L'article s'attarde longuement sur leur modèle de multi-club ownership. La multipropriété. Au cœur de ce réseau mondial, il y a un cloud de données colossal et centralisé. Tous les scouts du groupe, qu'ils soient au Brésil, en Autriche ou aux États-Unis, alimentent la même base de données avec des grilles d'évaluation totalement standardisées. Ce qui permet des trajectoires tracées au millimètre. Le dossier prend l'exemple d'Erling Haaland ou de Dayo Upamecano, La data dictait très précisément leur plan de carrière au sein de la galaxie Red Bull, formés dans la filiale de Liefering en 2e division autrichienne, puis transférés à Salzbourg. avant d'atterrir à Leipzig pour jouer la Ligue des Champions. Et l'avantage souligné par les auteurs, c'est que ce transfert entre clubs du même groupe se fait sans aucun temps d'adaptation tactique. Zéro. Le schéma tactique, les attentes physiologiques, la sémantique de l'entraînement. Tout est cloné via l'algorithme sur l'ensemble du réseau. Un joueur de New York joue exactement comme un joueur de Leipzig. Et le rapport va encore plus loin. Il dévoile les coulisses de l'Athletes Performance Center, l'APC, basé à Salzbourg. Là, on entre dans la science-fiction. Ce centre démontre que l'optimisation ne s'arrête pas au recrutement, elle vise la modification biologique de l'athlète. Les journalistes décrivent un environnement où le sommeil des joueurs est analysé par polysomnographie. Pour maximiser les phases de récupération profonde. La nutrition est calibrée par ordinateur au gramme près, en fonction des données de dépenses énergétiques récoltées le jour même sur le terrain. Mais l'aspect le plus saillant de cet APC, c'est l'utilisation de simulateurs immersifs en réalité virtuelle. Avec des casques VR pour les joueurs de foot. Oui, les reins. Les joueurs sont placés dans des environnements à 360 degrés. Les algorithmes y projettent des scénarios de matchs complexes. Et l'objectif ? Mesuré par suivi oculaire et analyse neurologique, c'est d'améliorer la vision périphérique du joueur, d'accélérer le traitement de l'information par son cerveau. Pour réduire le temps de réaction face à un pressing adverse, j'imagine. Exactement. La donnée façonne littéralement les connexions neuronales de l'athlète. Le niveau d'intégration technologique décrit dans ce dossier est stupéfiant. Des algorithmes qui pilotent le mercato mondial jusqu'aux casques de réalité virtuelle qui modifient la vitesse de traitement de l'information dans le cerveau humain. C'est vertigineux. Alors qu'est-ce que tout cela signifie au fond ? Où va s'arrêter cette course à l'armement technologique ? Le dernier chapitre de l'enquête s'intitule d'ailleurs « L'avenir apparaît sur un écran ». Parce que
L'analyse affirme que l'étape actuelle n'est qu'une transition. Le véritable bouleversement est encore à venir. On parle d'intelligence artificielle pure, là. La conclusion du rapport met en lumière les recherches actuelles menées dans les départements d'innovation des clubs les plus riches. Il travaille sur l'intégration de l'IA et le concept des jumeaux numériques. Des jumeaux numériques d'équipe de foot? Selon Block News, les staffs techniques travaillent sur la modélisation complète d'une équipe adverse au sein d'environnements virtuels surpuissants. Avant même le jour du match, l'IA est nourrie par des années d'archives biométriques, tactiques et statistiques. Et elle génère un double parfait de l'adversaire du week-end. Voilà. Les analystes peuvent alors simuler des millions de combinaisons tactiques. Des dizaines de milliers de scénarios de pressing différents contre cette IA pour identifier la faille structurelle précise. Le dossier conclut de manière implacable. Dans un écosystème générant des milliards d'euros de revenus de diffusion, la donnée et l'IA sont les boucliers ultimes contre l'incertitude du résultat. C'est fou. Cela soulève une question cruciale. Ceux qui détiendront les serveurs les plus puissants dicteront l'évolution du jeu. Celui qui maîtrise l'algorithme ne joue plus au même jeu. Il le programme. Et c'est justement sur ce constat que l'on peut formuler une dernière réflexion. Pour ceux qui nous écoutent et qui regarderont les matchs ce week-end, l'analyse démontre que chaque action, chaque recrutement, chaque battement de cœur est en passe d'être quantifié, lissé et optimisé. Tout est data. Mais si on pousse la logique de ces jumeaux numériques jusqu'à son terme ultime, si des IA parviennent effectivement à tester des millions de variables pour trouver la solution mathématiquement infaillible avant même le coup d'envoi. Le match est gagné d'avance. Mais l'objectif inavoué de cette révolution des données n'est-il pas, paradoxalement, de détruire totalement l'imprévisibilité et la magie que le football essaye de préserver? Ce sport s'est mondialisé parce que le petit peut parfois battre le géant grâce à un rebond capricieux. Si la science éradique cette part de chaos, les grands vainqueurs de demain ne seront peut-être plus les athlètes sur l'herbe, mais les programmeurs en salle de contrôle. Une réflexion à méditer sur l'essence même du spectacle sportif.